Alors salut les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle série, celle de mes livres préférés. Normalement je pensais pas forcément la commencer maintenant, mais une amie a décidé de commencer la saga du sorceleur suite au fait qu'il y a la série The Witcher qui est sortie sur Netflix. Et du coup elle m'en a parlé, elle a téléchargé les livres audio, donc je me suis dit que ça pourrait être bien de les réécouter en livre audio, vu qu'avant je les avais écoutés avec Jaws. Et du coup, elle me les a envoyés, et donc j'ai décidé de les relire maintenant, et ça va me faire l'occasion de parler une première fois d'un des livres que j'ai aimé. Évidemment, ça veut pas dire que j'aurais aimé aucun des livres que je vais découvrir en direct avec vous, c'est juste que là, je relis des livres que j'ai déjà lus, et en particulier, je les relis justement parce que je les ai suffisamment aimés pour pouvoir les relire sans m'ennuyer. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler de la saga du sorceleur d'Andrzej Sapkowski, donc du premier tome, entre guillemets, puisque le premier tome de la saga c'est Le sang des elfes, enfin le premier tome des romans, mais moi je vais vous parler du premier tome des nouvelles, donc le dernier vœu, oui c'est le dernier vœu alors que c'est le premier tome, c'est pas pratique, mais bon, normalement, chronologiquement, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a le temps des orages, je crois, avant. Mais j'ai lu sur un site qu'il valait mieux le lire en dernier parce qu'il avait été écrit après et qu'il était écrit comme un épilogue, même si les événements se passaient avant. Donc je ferai ça, je le lirai en dernier. Et donc pour l'instant, on va commencer par le dernier vœu. La première fois que je l'ai lu, c'est parce que mon frère jouait au jeu vidéo The Witcher et qu'il m'en avait parlé en me disant que l'histoire était géniale, que l'univers était génial, etc. Et que vu que les livres racontaient pas la même chose que les jeux, ça l'intéresserait que je les lise pour que je lui dise de quoi ça parlait finalement. Comme ça, ça compléterait entre guillemets sa connaissance de l'univers. Et moi j'étais pas contre, un univers de fantasy et tout ça, ça me paraissait bien. Et donc j'avais lu une première fois ce fameux premier tome, mais j'avais eu énormément de mal à rentrer dedans. J'avais l'impression que c'était très dur à suivre, que je comprenais pas tout. À la fois, j'avais l'impression que c'était beau, que c'était poétique, que c'était bien écrit et tout, mais en même temps, j'avais vraiment l'impression d'avoir du mal à suivre. J'avais du mal à comprendre beaucoup de choses. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que ça me demandait trop d'efforts en fait de suivre ça. Et donc, j'avais pas continué les tomes suivants. J'avais juste fini. Je l'ai quand même lu en entier la première fois, le dernier vœu. Mais après, j'ai pas continué. Et 1 ou 2 ans après avoir regardé toutes les cinématiques à la suite des jeux pour faire comme une sorte de film. D'ailleurs, sur la chaîne Game Movie Land, que je peux éventuellement vous conseiller si vous avez envie de regarder des cinématiques de jeux qui sont justement présentées comme si c'était un film en mettant tous les moments importants de l'histoire à la suite. Et du coup, après avoir regardé tout ça, je me suis remis au roman, aux nouvelles d'abord et au roman ensuite. Et cette fois, j'ai réussi à rentrer dedans. J'ai toujours eu du mal, mais je me suis motivée et j'ai continué. Et à partir justement des romans, parce que dans les nouvelles, j'ai toujours eu ce petit côté où j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Mais à partir des romans, j'ai trouvé ça génial, je les ai enchaînés et j'ai été complètement à fond. Donc je regrette pas du tout l'effort que ça m'a fait au début. Et pourtant, comme je vous dis, les nouvelles ne sont pas du tout mal écrites, bien au contraire. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de sous-entendus pour quelqu'un comme moi. Là, donc j'ai relu le dernier vœu pour la 3e fois, et il y a toujours des choses que j'ai du mal à comprendre. Je m'étais dit, l'écouter en livre audio, ça allait m'aider. Effectivement, ça m'aide, parce que par exemple, comme le comédien fait des voix différentes pour les différents personnages, j'ai beaucoup moins de mal à reconnaître les personnages, à me rappeler d'eux et à avoir une espèce de représentation mentale d'eux. Alors que dans les nouvelles, il y avait beaucoup de persos et ça allait assez vite. Du coup, j'avais tendance à oublier qui ils étaient et ça aussi, ça contribue à ma confusion. Donc sur ce plan-là, ça m'a aidé. Par contre, il y a toujours des sous-entendus et il y a beaucoup de fins de nouvelles où j'ai l'impression d'être frustrée, d'être restée sur ma faim parce que j'ai pas les réponses. Mais je pense que je ne pourrai vous en parler que dans la catégorie du spoil, parce que c'est justement les résolutions des histoires souvent qui nous laissent comme ça sur un truc flou. Et moi, ça me plaît pas. Mais je dis pas que c'est mal, encore une fois. C'est juste que je suppose, en tant qu'autiste, je comprends pas ça et ça me perturbe énormément. Et je suppose que ça pourrait même être un point positif pour beaucoup de gens parce que ça contribue à la subtilité du truc. Mais moi j'ai du mal. Vraiment, j'aime bien qu'on me dise tout. Et le fait de rester sur des non-dits et des questions, ça me frustre. Mais je ne l'ai pas spécialement compté comme une imperfection du bouquin.
c'est juste une imperfection de mon expérience parce que j'ai toujours cette sensation de pas tout comprendre. Et justement, mon ami qui a lu les livres audio et qui m'a demandé de l'écouter pour lui dire ce que je pensais du comédien, etc., elle m'a dit qu'elle reconnaissait pas du tout le livre dont je lui avais parlé, que je lui avais donné l'impression que c'était difficile à comprendre, etc., et qu'elle avait trouvé ça très simple et qu'elle était tout de suite rentrée dedans, etc. Donc en gros, je pense vraiment que c'est très probable que ça vienne de l'autisme et que si vous êtes neurotypique et que vous n'avez pas de difficulté à comprendre les sous-entendus, vous n'allez pas ressentir cette gêne constante à l'impression de ne pas suivre et d'être resté en arrière parce qu'il y avait des questions qui ne sont pas clairement résolues. Donc voilà. Et du coup, mon commentaire général est long parce que voilà, ce livre, je l'ai lu dans des circonstances particulières, je le relis dans des circonstances particulières. Et je le relirai peut-être encore parce que j'ai toujours cette impression de pas tout retenir et de pas tout garder à l'esprit. Et donc, d'une certaine manière, c'est bien parce que je m'ennuie jamais en le relisant. Mais d'une autre manière, c'est vrai que j'ai toujours un peu l'impression d'être larguée et c'est pas forcément super agréable. Alors, le résumé, comme je vous ai dit, c'est un recueil de nouvelles. Donc, le résumé, ça va parler dans toutes les nouvelles d'un mec qui s'appelle Gérald de Rive. Le comédien le prononce Geralt, je ne sais pas pourquoi, mais comme dans les jeux, il s'est toujours prononcé Geralt, moi je l'appellerai toujours Geralt. On fait tous avec ce avec quoi on a commencé. Donc Geralt de Rive, qui est un sorceleur, c'est-à-dire un mec qui chasse les monstres contre de l'argent. Donc un genre de mercenaire, mais qui tue que les monstres. En fait, il a subi des mutations quand il était jeune, qui lui ont amélioré ses capacités physiques, qui lui ont donné accès à un petit peu de pouvoir magique. Il y a aussi des magiciens et des sorciers dans ce monde et eux ils ont des pouvoirs beaucoup plus foufous que Geralt. Geralt il peut juste faire des signes, des genres de runes avec ses mains et ça peut lui permettre de repousser des créatures ou de calmer son cheval ou ce genre de trucs. Donc il en a comme ça 5 ou 6 dont il peut se servir pour différentes choses, mais ça fait des petits trucs. Il peut s'en servir pour repousser des sorts aussi justement. Donc ça, et surtout le fait d'être boosté physiquement et donc d'avoir plus des sens plus améliorés qu'un humain normal et plus de réflexes et puis il peut aussi résister, en fait il peut se boire des potions qui tueraient un humain normal et lui auquel il résiste parce que justement il a été sélectionné pour et qui lui permettent de contrôler totalement son corps et donc d'avoir des capacités physiques encore plus boostées. Donc voilà, avec tout ça, ça peut lui permettre de combattre des monstres et donc dans ce monde il y a des monstres, il y a des striges, il y a des vampires, il y a des kikimores qui sont des espèces d'araignées géantes qui vivent dans les marais. Il y a plein de trucs. C'est un peu compliqué de faire tout le bestiaire parce que c'est pas des monstres qu'on a forcément l'habitude de voir. D'ailleurs, même les vampires, ils fonctionnent pas forcément comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Et des vampires, il y en a plein de races, donc c'est compliqué. Mais c'était pas mal parce que dans les jeux, on a des genres de livres, enfin, j'allais dire une espèce de Pokédex qui nous cite tous les monstres qu'il y a et les sortes qu'il y a, c'est quoi leurs propriétés, c'est quoi leurs caractéristiques et tout, donc ça peut pas mal aider. En tout cas, dans les livres, du coup, on les voit au gré des récits, donc on n'a pas un truc exhaustif de tout ce qui existe. Mais bon, voilà, donc il va chasser des monstres, et en fait, du coup, si je vous dis ça comme ça, vous allez peut-être vous attendre à ce que ce soit que de la baston, mais pas du tout, parce qu'en fait, Geralt, il a un code moral qui s'est créé lui-même pour éviter de faire trop n'importe quoi, parce qu'il n'a pas envie d'attaquer n'importe qui et de buter n'importe qui. Donc, il s'interdit notamment de tuer les créatures intelligentes, enfin, s'il peut l'éviter, évidemment, parce que si c'est elle qui commence à l'attaquer, il va quand même les tuer pour se défendre. Et donc, en fait, à chaque histoire, quand il y a des gens qui font appel à lui, il essaye toujours de comprendre d'où vient le problème et de voir s'il n'y a pas un autre moyen que le meurtre de résoudre le problème. Donc, en fin de compte, c'est plutôt un enquêteur, même s'il a une gueule et une manière d'être de tueur, et que dans les faits, il va quand même tuer pas mal de monde au cours des récits, il essaye d'enquêter à chaque fois, systématiquement, et chaque nouvelle va être une sorte d'enquête où il y a toujours des complots, des gens qui mentent, des choses qui sont pas ce qu'elles semblent être, et c'est pas souvent ceux qui sont physiquement monstrueux qui sont monstrueux réellement dans les actes. Donc c'est pas mal. Il y a pas mal de morale à ce propos pour dire qu'il ne faut pas juger justement les gens sur leurs différences et les humains de ce monde sont extrêmement racistes envers les créatures non humaines et Geralt justement il l'est pas et il essaye toujours de rester impartial malgré les préjugés des uns et des autres, enfin les préjugés des humains et la rancœur des non humains qui du coup
en ont un peu marre de se faire maltraiter et qui sont vachement vindicatifs à cause du fait d'avoir été maltraités et mis au banc de la société. Et d'après ce que j'ai compris, si l'auteur a écrit tout ça, c'est parce que c'est une espèce de métaphore pour parler de la Pologne. Donc je ne sais pas précisément en quoi, je me suis pas trop renseignée sur la question, mais c'est sans doute intéressant de le faire. Ce serait intéressant si quelqu'un en avait le courage. En tout cas, je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'était un résumé général. Après, je pourrais vous faire des résumés des nouvelles une par une. D'ailleurs, ce qui est assez original, c'est que on a d'abord une première nouvelle. Donc la première nouvelle, justement, c'est un roi qui paye Gérald pour désenvoûter une strige qui est sa fille. Et donc, en gros, elle est morte-née, ils l'ont enterrée, mais elle a grandi quand même dans sa tombe. Et maintenant, elle se réveille la nuit pour aller buter des gens dans la ville. Et donc, lui, il voudrait bien qu'on la désenvoûte et qu'elle redevienne une princesse. Et il y a des gens dans la ville qui essayent de payer Gérald en lui disant « mais bute-la, de toute façon, il y en a déjà qui ont essayé de la désenvoûter, ils sont tous morts, ça marche pas, nous on veut juste qu'elle arrête de buter des gens ». Donc voilà, il y a ces deux parties-là. Et Gérald te dit qu'il va quand même essayer de la désenvoûter, les mecs lui disent « non mais t'es complètement fou ». Et donc cette nouvelle-là, elle présente le personnage de Gérald qui est comme ça, qui essaye de buter personne, de faire des compromis, etc. Enfin, de buter personne, façon de parler, parce que dans les toutes premières pages du bouquin, il bute quand même un mec qui le provoque dans un bar. Donc encore une fois, il a son sens de la justice, mais ça consiste pas à buter ce qu'on croit être des monstres, si jamais on peut faire autrement. Donc ça, c'est la première nouvelle. Et ensuite, il y aura une nouvelle qui sera intercalée avec chacune des autres, où on voit Gérald qui est dans un temple et qui est en train de guérir des blessures que lui a provoqué la strige. Donc un petit spoil, c'est qu'il va survivre, mais bon, je pense que vous en doutiez, si c'est la première nouvelle et que toutes les nouvelles parlent de Gérald, fallait bien qu'il survive, à moins qu'elle soit par ordre décroissant au niveau de la temporalité, mais bon, ça aurait été le bordel, c'est pas ça. Donc ouais, et quand il est au temple, il y a des mecs qui viennent essayer de lui ordonner de sortir, il s'engueule un peu avec eux, et il y a la prêtresse du temple qui veut lui faire un espèce de... je sais pas comment on peut dire, de rituel, de truc pour le calmer, l'apaiser et enlever des mauvaises choses magiques qu'elle sent autour de lui, et lui il veut pas parce qu'il dit que... En gros, ça va ramener des trucs de son passé en avant, et lui il veut laisser le passé derrière, et il veut pas s'apesantir dessus, et il veut pas non plus mettre les prêtresses en danger, etc. Donc voilà, et cette nouvelle, en gros, on va en suivre des bouts au fur et à mesure entre les autres nouvelles. Et les autres nouvelles viennent comme si Gérald les racontait au fur et à mesure, ou s'en souvenait. Soit il les raconte à la prêtresse du temple, soit il s'en souvient. Et donc c'est des nouvelles qui relatent des événements importants de sa vie. Donc on a... comment il est devenu le boucher de Blaviken, parce qu'on va nous dire au début qu'il est connu comme le boucher de Blaviken, et vu que ça a l'air d'être un mec sympa, on est quand même un peu étonné de se dire qu'il a fait un massacre dans une ville. Donc on va avoir la nouvelle qui nous montre comment c'est arrivé. Comment un mec qui essaye tout le temps justement d'épargner les gens et de pas faire de mal a pu arriver à faire un massacre, et comment ça se fait qu'après il va être connu pour ça. On voit... Ah oui, avant la nouvelle du boucher de Blaviken, on voit une histoire qui ressemble un peu au début à La Belle et la Bête, mais qui après bifurque. D'ailleurs, c'est assez marrant justement comment cet auteur arrive à reprendre des contes et à s'en moquer d'une certaine manière. Au début, Gérald trouve 2 cadavres dans la forêt. Il commence à chercher autour s'il trouve pas un monstre ou quelque chose. Et là, dans une vieille maison abandonnée, il trouve un monstre qui ressemble carrément à la bête de La Belle et la Bête, et qui du coup est relativement sympa, malgré son apparence. Et en fait, ce monstre va lui raconter que, comme on lui a dit, il a entendu dire que pour s'enlever sa malédiction, il fallait qu'une fille soit amoureuse de lui. Il a invité des filles à passer 1 an avec lui en donnant de l'or à leur père en échange. Et donc il a fait ça 5 ou 6 fois, mais à chaque fois les filles sont parties et lui il est resté un monstre. Et donc actuellement il est avec une fille, il dit qu'il est amoureux et qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Donc il héberge Gérald, mais il veut pas qu'il fouille dans ses affaires, et il lui dit de le laisser tranquille, et lui il est heureux avec sa meuf et machin. Sauf que Gérald se rend compte que la meuf est peut-être un peu chelou et qu'elle est peut-être pas ce qu'elle prétend être, parce que... Donc le mec que je vais appeler la bête, parce que je me rappelle plus de son prénom, pense que c'est peut-être une ondine, parce qu'il dit elle parle pas, elle est mystérieuse, elle part dans la forêt et tout ça. Une ondine c'est inoffensif, mais en fait non, c'est pas trop... Gérald soupçonne que ça soit pas trop une ondine, mais plutôt une vampire. Et donc voilà, la question ça va être, est-ce qu'il va réussir à la choper, est-ce que la bête va le laisser faire, etc. Donc ça c'est pas une nouvelle qui apprend des choses importantes sur
le passé de Gérald, mais ça montre encore une fois son fonctionnement et comment des histoires où au départ il y a juste un meurtre qu'il faut élucider, finalement ça peut donner lieu à des histoires beaucoup plus compliquées. Donc ouais, après il y a donc le fameux Le Moindre Mal qui est l'histoire donc, où on comprend comment il devient le boucher de Blaviken. En gros, dans cette histoire-là, au départ, il rencontre un magicien qui lui dit qu'il est poursuivi par une meuf qui s'appelle la Pigrièche et qui ressemble vachement à Blanche-Neige dans le sens où elle a été chassée par... Enfin, c'est sa belle-mère qui a dit au magicien qu'il fallait expertiser son cas parce qu'il pense qu'elle a une malédiction qui fait que... elle va plonger le pays dans le sang quand elle sera adulte ou quelque chose comme ça. Du coup, ils ont décidé de la tuer. Et le magicien a dit qu'il était d'accord qu'elle était maudite et qu'il fallait donc la tuer. Donc ils l'ont conduite en forêt avec un chasseur qui l'a violée mais ne l'a pas tuée. Et du coup après elle s'est réfugiée avec cette gnome. Donc voilà, ça ressemble totalement à Blanche-Neige. Sauf qu'elle est devenue adulte et qu'elle est vachement plus dark que Blanche-Neige. Et que du coup elle a envie de se venger du magicien qui est à l'origine du fait qu'elle a été chassée de son palais et qu'elle est devenue... une pauvre mendiante qui a été obligée de coucher avec tout le monde pour survivre. Et voilà, donc d'un côté, il y a le magicien qui dit à Gérald, va la buter, c'est un monstre. Et d'un côté, il y a cette fille qui dit à Gérald, va le buter, c'est un monstre, parce que c'est lui qui a détruit ma vie, ce mage complètement taré, qui a décrété que j'étais un monstre comme ça, sans aucune raison, alors que j'étais qu'une enfant. Donc il y a ces deux-là, qui ont tous les deux leurs arguments, et qui paraissent tous les deux complètement... Enfin... Moi, je me dis quand même que la fille, elle a un peu plus raison d'en vouloir au mage que le contraire, parce que le mage, lui, ça sort de nulle part, son histoire de malédiction. Enfin, c'est comme quoi elle est née pendant une éclipse, et du coup... Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, je sais pas si c'est suffisamment clairement expliqué dans la nouvelle, mais mon frère a dû m'en parler aussi par rapport au jeu. Du coup, les gens qui sont nés... les filles qui sont nées comme ça pendant une éclipse, en fait, elles sont immunisées à la magie. Du coup, les mages sont relativement d'accord pour dire que c'est pas trop mal de répandre la rumeur qu'elles sont maudites et qu'il faut les exterminer parce que ça leur plaît pas qu'il y ait des gens immunisés à la magie qui se baladent dans la nature. Parce que forcément, ça pourrait faire un obstacle à leur pouvoir. Du coup, c'est pour ça, probablement, que lui était d'accord pour dire qu'elle était maudite et qu'il fallait la tuer. Ce qui n'est pas une raison très sympathique, vous en conviendrez. Donc au départ, c'est plutôt lui le connard. Mais bon, elle, si elle décide de mettre... de vouloir le tuer, comme lui il s'est enfermé dans la ville, en gros il y a des gens qui vont le protéger, ils vont faire un massacre dans la ville, et donc ça c'est pas très sympathique non plus. Donc Gérald va essayer de lui dire de renoncer à sa vengeance, mais elle va pas vouloir, ce qu'on peut comprendre quand même, mais c'est dommage. Et c'est comme ça que ça va partir en couille. Ensuite il y a la nouvelle Une question de prix, qui est la nouvelle où on va voir tout simplement comment Gérald a obtenu les droits sur Ciri, parce qu'après dans les romans il y a Ciri qui va être son apprenti, et donc Ciri qui est une princesse de Cintra. Donc là c'est la reine Calante qui a fait appel à lui sans lui dire pourquoi. Elle lui a demandé de s'habiller en noble et de venir à un dîner où elle va présenter des prétendants pour sa fille qui va bientôt se marier, et donc Gérald essaie de lui faire comprendre que lui il se déplace pas comme ça pour des banquets, et que s'il y a un monstre ou quelque chose il aimerait bien savoir clairement ce que c'est, parce qu'il aime pas trop se faire manipuler comme ça. Et pendant longtemps ça sera pas très clair, et au bout d'un moment en fait il va s'avérer qu'elle l'a appelé parce qu'il y a un mec qui en fait avait sauvé le mari donc de Calante il y a des années, et qui en paiement du fait de l'avoir sauvé lui avait demandé de lui donner la chose qui se trouvait à sa maison et auquel il s'attendait pas, enfin qu'il savait pas qu'il serait là, quelque chose comme ça. Désolée, c'est pour la formulation qui est pas vraiment très claire. Mais bon, en gros, de lui donner la surprise qui l'attendrait quand il rentrerait chez lui, quoi. Il se trouve que la surprise qu'il attendait quand il rentrait chez lui, c'est que sa femme a accouché, justement, d'une fille qui est Pavetta, donc celle que Calante veut marier maintenant. Et donc ce mec vient en disant, moi j'ai réclamé mon dû, donc Pavetta, elle est à moi. Et Calante n'est pas trop d'accord avec ça, parce qu'elle a envie que sa fille se marie avec un prince de Skellige pour faire une alliance entre leurs royaumes, et donc donner sa fille à un mec sorti de nulle part, c'est pas du tout dans ses projets. Donc voilà, Gérald est censé intervenir là-dedans. Lui, évidemment, ça lui plaît pas, parce que pour lui, c'est pas son boulot. Mais du coup, il va quand même agir d'une certaine manière dans cette histoire, et c'est ça qu'on va apprendre dans cette nouvelle. Et ensuite, on a Le Bout du Monde, qui est une nouvelle où il y a des paysans qui demandent à Gérald de chasser un truc qu'ils appellent un diable,
qui s'avérera en fait être un Sylvain, une espèce d'homme-chèvre, parce qu'ils volent leur récolte et qu'ils leur jouent des tours. Et en fait, Géralt va pas trop être d'accord. Enfin, de toute façon, eux, ils voulaient pas qu'il le tue, ils voulaient seulement qu'il le chasse. Mais du coup, Géralt va essayer d'aller enquêter sur cette créature pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, etc. Et en faisant ça, il va découvrir qu'il y a des elfes cachés dans la montagne, des elfes qui ont décidé de voler les humains parce qu'ils trouvent que faire du commerce, c'est trop avilissant pour eux, et que vivre avec les humains, c'est trop avilissant aussi, et ils considèrent que les humains, c'est de la vermine, et voilà. Mais du coup, ils vivent eux-mêmes comme des bandits parce que ils ont plus rien, et en gros, ils avaient l'habitude d'un monde où ils trouvaient à manger facilement, etc. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc ils sont paumés. Et du coup, ils sont vachement aigris. Et donc voilà, ces elfes vont choper Géralt et Jasquier, qui est le meilleur ami de Géralt, qui est un barde, qui est tout le temps en train de dire des conneries, qui peut être un peu agaçant, mais aussi un peu attachant, parce que c'est le mec qui met une bonne ambiance, on va dire, et qui détend l'atmosphère dans des récits qui sont sinon plutôt sombres. Donc il a ses points positifs. Et voilà, donc ils vont capturer Géralt et Jasquier, ils ont l'intention de les buter. Et voilà, la nouvelle nous dira comment ça se terminera. Et la dernière nouvelle, ce sera justement le dernier vœu, donc celle qui donne son nom au recueil. Et ça, c'est la nouvelle qui explique comment Géralt a rencontré Yennefer, qui est l'amour de sa vie, on va dire, qui est une magicienne. Donc c'est une histoire où au départ, Géralt et Jasquier pêchent et ils trouvent une urne dans laquelle il y a un génie. Et quand ils l'ouvrent, le génie sort et le génie attaque Jasquier, parce que les génies, en fait, ils réalisent des vœux, mais ça leur plaît pas trop. Donc s'ils peuvent, ils essayent plutôt de péter la gueule aux gens pour que les gens ne puissent plus prononcer de vœux. Et en l'occurrence, pour que Jasquier ferme sa gueule, il lui défonce la gorge, ce qui lui plaît pas vraiment, parce que comme c'est un barde, il a quand même besoin de sa voix. Donc après, Géralt va voir la magicienne de la ville qui se trouve être Yennefer pour lui demander de réparer la gorge de Jasquier. Et Yennefer va être plus ou moins d'accord, mais en fait elle va décider de choper le génie en retour, parce que en fait les magiciens tirent leur pouvoir des éléments dans la nature, et que les génies aussi, et donc en gros si elle chope un génie, elle aura une source de pouvoir quasiment illimitée à sa disposition. Donc voilà, le truc c'est que le génie, il est pas très pacifique, et que quand Yennefer essaye de l'attirer dans la ville, il a tendance à défoncer toute la ville. Donc voilà, la question c'est comment ça va se terminer, et puis aussi entre Géralt et Yennefer, comment ça va se passer, sachant que la nouvelle qui se passe entre les récits, donc La Voix de la Raison, nous apprend déjà qu'il y a une histoire d'amour entre Géralt et Yennefer. Donc cette histoire va nous expliquer comment cette histoire d'amour a commencé. Donc voilà pour le résumé des nouvelles. Mais du coup c'est plus long que de résumer un livre normal, parce qu'il y a plein de petits résumés à faire. Et j'essaye à chaque fois de raconter jusqu'à un point et de ne pas spoiler. J'espère que je n'aurai pas fait d'erreur. Alors l'histoire, en fait ça ressemble à des contes. Mais des contes vraiment en version hardcore. Il y a vraiment le côté moral entre guillemets. Il y a un peu le côté mythologique, entre guillemets, aussi, le côté allégorique, mais en même temps, il y a un côté beaucoup plus sombre. Et d'ailleurs, comme je vous disais, il y a beaucoup d'ironie, où il y a des choses qui sont reprises de contes classiques, mais où elles tournent mal, genre Blanche-Neige qui s'est fait violer par le chasseur. C'est un exemple que j'ai retenu, mais il y en a beaucoup comme ça. Le génie aussi, évidemment, de la lampe, qui a tendance à attaquer les gens qui essayent de prononcer des vœux. Bon, on voit bien que les contes, dans la réalité, ça donne pas la même chose. Et du coup, le concept, c'est vraiment ça, c'est d'être dans un univers qui a un côté un peu onirique, enfantin, de contes, etc., où on voit toutes les légendes. D'ailleurs, ils disent beaucoup dans la saga que toutes les légendes ont un fond de vérité, et donc toutes les créatures fantastiques existent ou ont existé, et tout ça, mais en même temps, il y a un côté très sombre et très désillusionné, avec beaucoup d'ironie, de second degré, d'humour, etc. Mais de l'humour cynique, de l'humour un peu noir. Donc c'est assez original le contraste entre les deux. En fait, c'est un monde où vous allez voir des licornes, mais où on va vous raconter justement que les vierges qui avant... leur métier c'était d'être vierges justement pour attirer les licornes, maintenant qu'il n'y a plus de licornes, elles sont devenues des putes par exemple, pour combler leur frustration parce que ça les a saoulées d'être vierges pendant la moitié de leur vie. Donc typiquement c'est ce genre d'humour, si je peux dire, et c'est ce genre de concept où on prend des choses féeriques et on les montre, on les met en scène d'une manière très terre à terre,
avec beaucoup de noirceur réaliste, et toujours ce côté un peu humoristique, désillusionné. Et du coup, le déroulement de l'intrigue, c'est vraiment, comme je vous disais, chaque fois, Gérald arrive dans une ville, un endroit, quelque chose. Des fois, c'est des gens qui ont fait appel à lui, mais des fois, c'est juste lui qui cherche un boulot, parce que il faut bien vivre, et comme il vit du fait de tuer des monstres, il se fait payer pour ça, il faut aussi qu'il aille dans les villes demander aux gens, vous auriez pas un monstre à tuer Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce monde, toutes les légendes ont un fond de vérité, mais les monstres se font de plus en plus rares, et donc Gérald, il galère un peu à gagner sa vie, parce que les monstres, il y en a plus beaucoup. Et à un moment d'ailleurs, Jasquier lui fait remarquer que ce qu'il y a de pas pratique dans son métier, c'est qu'il bute lui-même sa source de revenus et que, en gros, les sorceleurs, ils sont voués à disparaître vu qu'ils détruisent eux-mêmes leur propre source de revenus. Ce qui est tout à fait intelligent comme remarque. Donc le déroulement de l'intrigue, c'est à chaque fois Gérald arrive dans une ville et il va y avoir une histoire par rapport à un monstre. Gérald va enquêter dessus, ça sera jamais ce que ça semblait être. Il va toujours y avoir des gens qui mentent à démasquer, des complots, etc. Les monstres sont rarement méchants. Et même quand ils le sont, ils ont toujours un côté humain qui les rend quand même intéressants. Et à la fin, il va se passer quelque chose de souvent un peu tragique, avec une sorte de morale, mais c'est plutôt une morale concrète, comme la vraie vie peut nous en apprendre, une morale des choses avec lesquelles on est obligé de vivre, même si ça nous plaît pas vraiment. Ça va jamais être juste des recommandations gratuites, entre guillemets, pour vous dire faites ci, faites ça et tout va bien se passer. C'est plus le monde est moche et pour y survivre, il vaut mieux faire ci, il vaut mieux faire ça, mais ça sera pas facile non plus. Donc il y a vraiment ce côté moral, mais c'est pas du tout lourd parce que c'est plus une morale par nécessité, par défaut, que par devoir ou par honneur ou par principe ou ce genre de choses. En fait, c'est plus parce qu'on a besoin d'une morale qu'on va se poser ce genre de questions et qu'en fait, on va chercher nous-mêmes à en trouver une. Parce qu'on en a besoin d'une certaine manière, on fonctionne tous un peu comme ça. Donc au final, c'est peut-être nous qui cherchons plus la morale, alors que la vraie vie, il n'y en a pas. Enfin, les persos la cherchent comme nous, on pourrait la chercher. Mais on voit justement que la réalité, elle est difficile à plier pour faire en sorte qu'il y en ait une. Donc c'est pas du tout gênant. Et comme je vous dis, il y a toujours une sorte d'ironie. Quand quelqu'un croit avoir une morale, il y a souvent un autre perso qui va la tempérer. Les seules morales que personne ne tempère, c'est les morales les plus pragmatiques et souvent qui se passent de mots. Donc c'est suffisamment flou pour qu'on se sente pas écrasé sous les directives ou sous quelque chose justement de moralisateur dans le mauvais sens du terme où on nous dirait ce qu'il faut faire, quoi. La fin, j'y reviendrai, mais de toute façon, il y a des fins différentes à chaque nouvelle et elles sont vraiment pas prévisibles parce que même si vous arrivez à vous dire Gérald va pas mourir, telle personne je pense qu'elle va mourir, telle personne je pense qu'elle va survivre, ça se limite jamais à ça. Il y aura toujours des révélations sur le passé des persos, pourquoi ils ont fait ça, et puis s'ils meurent, la question ça va être qu'est-ce qu'ils vont dire avant de mourir, comment ils vont vivre leur mort si je puis dire, ou même s'ils survivent et que ça sera pas facile, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont ressentir. En fait les actions elles sont importantes, mais c'est vraiment les ressentis des persos qui sont premiers, donc ça peut pas être prévisible quand c'est comme ça en fait. Parce que les persos sont suffisamment subtils pour que ça le soit pas. Pour le coup, il y a beaucoup d'histoires où les persos sont clichés, et je vous le dis à chaque fois quand c'est le cas, où les persos se résument à pas grand chose. Mais là, c'est absolument pas le cas. Tous les persos sont profonds, même les persos qu'on voit pas très longtemps. C'est très bien, et en même temps, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de non-dits. Enfin, je veux dire, les non-dits contribuent à la sensation que les persos sont profonds. Et donc, ça peut être un peu pénible pour moi et pour les gens comme moi, même si c'est classe. Ça va nous surchauffer le cerveau et nous faire rester sur notre faim de temps en temps. Les personnages, c'est ce que j'étais en train de vous dire, ils sont vraiment... J'ai rarement vu des personnages aussi profonds, et comme je vous dis, Gérald, c'est le héros. Mais alors, c'est difficile de faire un héros plus agréable à suivre. C'est un héros extrêmement classe, parce qu'il a à la fois ce côté sombre où on sait qu'il peut buter des gens, etc., et en même temps ce côté où il a sa propre morale. D'ailleurs, c'est pas une morale qui lui a été dictée ou quoi, c'est une morale qui s'est forgée lui-même pour survivre moralement justement dans ce monde de brutes. Donc, il a un côté à la fois très impitoyable par moments et très sensible à d'autres. Et bon, il parle peu, il est assez taciturne et tout ça. Il peut paraître au premier abord le cliché du mec dark, etc.,
qui est censé être classe, mais il est profond derrière. Il y a plein de moments où il va faire des remarques très intéressantes philosophiquement, il y a des moments où il va apprendre des choses, il y a des moments où il va être paumé. Donc ouais, il est vraiment tout ce qu'on peut attendre et espérer d'un héros, en tout cas à mon sens. On attend de lui vraiment qu'il sauve les situations, etc. Et en même temps, on voit qu'il n'est pas infaillible, on voit que souvent il galère et tout, donc c'est rare qu'un héros soit aussi agréable à suivre. Jaskier, je vous disais, donc le meilleur pote du héros, c'est un peu le cliché inverse, le mec qui est hyper exubérant et qui en fait 3 tonnes et qui fait des blagues de cul, etc. Ouais, il peut être un peu relou, mais comme je vous dis, ça contraste et ça détend l'atmosphère, donc pourquoi pas, même si moi par moments il m'énerve. Mais effectivement, je l'ai mieux aimé dans le livre audio que dans le livre papier. La manière dont le faisait le comédien me faisait plus sourire, alors qu'à l'écrit, j'avais tendance à le trouver un peu lourd. Donc Jaskier, pourquoi pas. Nénéke, donc la prêtresse du temple, elle est aussi assez mystérieuse, assez sage, assez intéressante, et elle arrive à être classe à des moments quand elle dit au mec toi, j'ai accouché ta mère et tout, je t'ai connu bébé, donc tu vas fermer ta gueule et tu vas arrêter de me manquer de respect et tout. Ça peut paraître cliché, entre guillemets, la matriarche qui se comporte comme ça, mais c'est bien fait, et elle arrive à avoir à la fois des côtés très maternels et gentils, et en même temps à faire peur dans ses côtés grande prêtresse et tout, donc elle est sympa aussi à suivre. Yennefer, on nous dit beaucoup qu'elle est individualiste, qu'elle pense qu'à elle, etc. C'est vrai qu'elle a l'air vraiment d'être toujours dans les quêtes de pouvoir, dans les complots, etc. Elle a pas l'air vraiment de se préoccuper des autres, mais en même temps, elle a pas non plus l'air de faire preuve de méchanceté gratuite. Ouais, elle est juste individualiste, mais ça veut pas dire qu'elle est méchante ou quoi que ce soit, donc elle est assez classe aussi parce qu'on sait qu'elle est capable de tout, donc c'est toujours sympa d'avoir une fille comme ça où on sait que physiquement elle a pas l'air de très impressionnante, mais magiquement on sait qu'elle est capable de tout, et puis psychologiquement aussi on sait qu'elle est très imprévisible, etc., et qu'il faut pas trop lui faire confiance. Et puis après tous les persos qu'on va croiser le temps d'une nouvelle, ils ont quand même tous tendance à être assez profonds, assez intéressants. Il y en a beaucoup qui sont un peu tragiques dans le fait qu'ils sont complètement dans des convictions arrêtées, ils veulent pas changer de point de vue, et c'est souvent ça qui va faire mal tourner l'histoire. Et ça me semble assez réaliste. Et il y en a aussi qui sont prêts à tout, et du coup qui sont un peu répugnants, qui soient intéressés par l'argent, le pouvoir ou quoi que ce soit, et ça aussi ça me semble un peu réaliste. J'ai pas du tout eu l'impression justement de clichés, j'ai vraiment eu l'impression, des clichés oui, mais en tout cas des clichés réalistes. C'est pas comme les livres où les personnages paraissent unidimensionnels. En fait c'est ça le truc, c'est que les persos sont clichés mais ils sont jamais unidimensionnels en fait. Que vous voyez un mec genre qui se bourre la gueule sans arrêt, qui est écroulé par terre et tout, vous vous dites voilà c'est la carpette du livre. Mais non, à un moment, il peut sortir une remarque profonde, il peut faire preuve d'héroïsme, il peut se passer des choses, parce que justement, les persos, ils n'ont pas un seul aspect. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment toujours intéressant, et chaque perso mérite toujours qu'on lui consacre un peu de curiosité, et qu'on s'y intéresse, et qu'on s'arrête dessus. Il n'y a pas de persos qui ont l'air d'être là juste pour remplir un trou, ou quand c'est le cas, c'est pour dénoncer quelque chose, ou pour montrer quelque chose avec ironie, et c'est quand même intéressant, du coup. L'apparence des persos, c'est peut-être parce que j'ai vu Geralt dans le jeu, mais du coup, j'ai vraiment une image mentale de lui. Faut quand même dire qu'il est assez particulier, avec ses yeux de chat aux pupilles qui se rétractent, et puis ses cheveux blancs, parce que ses cheveux se sont décolorés suite aux élixirs qu'il a bu quand il a subi ses mutations, etc. Geralt, on peut dire qu'il est quand même assez particulier. En plus, il est habillé en noir, il a ses glaives, un glaive en fer et un glaive en argent dans le dos et tout. Donc je me le représente bien physiquement, et il est pas mal. Yennefer aussi, avec ses yeux violets, elle est brune, on sait qu'elle est assez petite et qu'elle est pas magnifique au premier abord, mais que c'est plus une beauté dans le côté irréprochable. Mais après, ce qui la rend belle aussi, c'est sa personnalité et justement son côté fourbe, mystérieux et imprévisible. Et puis on nous parle aussi beaucoup de son parfum, de son odeur de lilas et de groseille à macro, donc je me représente aussi bien son odeur, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et dans mes souvenirs, dans les romans par la suite, la plupart des magiciennes vont avoir un peu leur parfum marque de fabrique, donc je trouve ça vachement cool. J'avoue que Jaskier, pour le coup, j'ai pas vraiment d'image... j'ai une image mentale de lui, mais je sais pas si elle correspond à la réalité, je me souviens pas comment on nous l'a décrit.
Après, il y a certains elfes que je me souviens qu'on nous a décrits, ou des nains, ou même les créatures que Gérald combat ou quoi que ce soit. Il y a vraiment... si, tout le monde est bien décrit, et c'est des descriptions plutôt mémorables à ce qui me semble. Donc c'est vraiment un point positif, comme je le soulignerais rarement. Et la personnalité, bah voilà, je vous dis, c'est vraiment génial. Même si y a peut-être un peu trop de non-dits, mais du coup, bah voilà, les persos sont tous très profonds. Et il n'y aura pas trop de conversations irréalistes, dans le sens où des fois, dans certains livres, on fait parler les persos juste pour nous exposer les situations. Bon, Jaskier va peut-être un peu faire ça à certains moments, parce que c'est quand même un perso qui parle énormément, et donc bah, ça peut servir de prétexte pour expliquer les choses. Mais globalement, c'est pas trop fait, et du coup, on est vraiment balancé dans le bain directement. Et ça peut être dur à suivre, mais d'un côté, encore une fois, c'est réaliste, c'est intéressant, et bah, ça demande plus d'efforts, mais c'est plus immersif. L'évolution des persos, alors ouais, il y en a, parce que Gérald, bien qu'il ait déjà son code, et il a décidé d'être non-croyant, entre guillemets, et il a décidé qu'il croyait en aucun dieu, et qu'il pensait que la foi, ça servait à rien, et que tout ça, c'était un peu des attrape-nigo, etc., et le destin non plus, c'est pas quelque chose qui lui parle, etc. Et pourtant lui-même, c'est un enfant surprise, ou un enfant du destin, entre guillemets, parce que pour être sorceleur, il faut forcément... les sorceleurs, comme ils peuvent pas avoir d'enfants, pour qu'ils aient des apprentis, il faut forcément qu'ils prennent les enfants de quelqu'un, et ils les prennent pas en les volant aux gens, ils les prennent justement en les demandant comme ça, en guise de paiement, de la même manière que ça s'est passé avec Pavetta et le fameux mec qui l'a demandé. Donc, de base, on va dire, il est enfant un peu du destin, et il est censé être concerné par ça, mais lui, il a décidé de pas y croire et de faire un peu la gueule par rapport à ça. Et l'histoire va lui mettre plus ou moins des claques à ce niveau pour lui montrer que le destin, il existe. Dans ces livres-là, le destin, il existe. Et il fait des trucs... qu'on le veuille ou non, il fait des trucs. Donc si, Gérald, il va évoluer à ce niveau. Yennefer, est-ce qu'elle va évoluer ? Oui, parce que justement, au départ, elle est assez... après, là, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, parce qu'on la voit pendant qu'une seule nouvelle. Mais en tout cas, par la suite, je peux vous dire que oui, elle évoluera. Là, dans la nouvelle, ouais, au départ, elle est peut-être un peu quand même blasée, justement individualiste, et Gérald va quand même la prendre un peu suffisamment au dépourvu pour qu'elle abaisse un peu son armure, au moins temporairement. Jaskier, je pense pas qu'il évolue beaucoup, mais voilà, c'est le personnage, il est comme ça. Et puis les personnages dans les nouvelles, il y en a qui vont évoluer, il y en a qui vont pas évoluer, et dans tous les cas, c'est volontaire, et ça rentre en jeu dans la conclusion de la nouvelle, quoi. Donc de l'évolution, il y en a, et même la non-évolution peut être une évolution, parce que justement, il y a des persos, notamment les elfes, qui refusent de changer, même si le monde autour d'eux change. Et du coup, ils vont être contraints, en fait, de le faire, parce qu'on peut pas ne pas changer, quoi. La réalité s'impose à nous, et le monde évolue qu'on le veuille ou non, quoi. Donc même si les personnes n'évoluent pas, ils sont confrontés à un monde qui évolue, donc en fait, ils sont obligés d'évoluer. L'univers, les lieux et les créatures, je vous en ai déjà pas mal parlé, c'est vraiment un univers... c'est un mélange de notre monde et d'un univers de contes. C'est quand même plus un univers de contes avec des pays imaginaires, etc. Mais des pays imaginaires dont on peut supposer qu'ils peuvent être inspirés de pays réels. Après, moi, je m'y connais peut-être pas suffisamment pour le dire. En tout cas, il y a des pays différents où les gens ont des couleurs de peau différentes, des coutumes différentes, etc. On pourrait sûrement trouver de qui ils sont inspirés en réalité. Et d'ailleurs, dans les différents pays, il y a aussi des légendes différentes, et donc des créatures fantastiques différentes. Donc, c'est un univers qui est inspiré de toutes les légendes qu'il y a dans le nôtre, mais qui du coup n'est pas vraiment le nôtre, mais qui sert quand même un peu de miroir pour dénoncer des choses qui sont dans le nôtre, clairement. Logique et cohésion, j'ai pas vu de faute, même si des fois, comme je vous disais, j'ai eu du mal à suivre, et donc je me dis, est-ce que c'est trop compliqué pour moi, ou est-ce que ça aurait pu être expliqué plus clairement ? À vous de juger. En tout cas, ça va assez loin au niveau de la logique, dans le sens où, comme je vous dis, au départ, on découvre une situation initiale, mais finalement les choses sont pas ce qu'elles semblent être. Il y a toujours des complots, des mensonges, des machins. Et finalement, c'est assez dur de tout démêler. Même si à la fin on voit la nouvelle qui se termine, on voit
comment l'histoire s'est réglée dans les grandes lignes, mais pourquoi telle ou telle personne s'est comportée de telle ou telle manière, moi des fois je reste un peu dans le flou. Donc est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de la nouvelle, enfin des nouvelles, je vous laisserai juge, parce que ça m'a suffisamment impressionné dans la globalité pour que je me dise que ça vient peut-être de moi. Mais voilà, je garde le doute et il y a des moments où j'ai un peu galéré. Mystère et découverte, il y a que ça. Que ce soit découvrir les créatures, les pouvoirs magiques des uns et des autres, et découvrir le passé des gens, pourquoi ils ont fait ça, comment ils en sont arrivés là, tout ça. Il y a vraiment que ça. On va constamment être en train de découvrir des choses. Et moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'adore cette sensation d'exploration, de découverte. J'adore aussi ce côté enquête. Ça peut paraître bizarre à dire, parce que j'aime pas forcément les polars et ce genre de trucs, mais parce que souvent, je trouve que c'est un peu cliché, que ça raconte toujours les mêmes choses. Et souvent, je trouve que le côté enquête est mal fait, en fait, justement. Et ben là c'est bien fait. Par contre, vous attendez pas à pouvoir chercher des solutions aux énigmes et les trouver avant Gérald, parce que clairement, vous n'avez pas les moyens. Logiquement, les créatures magiques, on les connaît pas. Leurs possibilités, d'où ils tirent leur pouvoir, tout ça, on les connaît pas. Il y a tellement de choses qu'on connaît pas. Qui sont dans les familles, qui peut avoir le pouvoir, pourquoi il voudrait, etc. C'est pareil, on sait pas toujours. Autant, de temps en temps, on peut se douter de certaines choses, mais vous pouvez être sûr que si vous vous doutez d'une chose, il y a des grandes chances que Gérald s'en doute aussi et que le récit fasse comme si c'était évident. Et du coup, la plupart des choses qui seront des révélations, vous les aurez pas vues venir. Et je pense que c'était pas possible de les voir venir parce qu'on avait clairement pas les éléments. Donc c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux en termes d'enquête, dans le sens où on peut pas avoir le plaisir de s'arrêter et d'essayer de la résoudre dans notre coin. Mais il y a quand même ce côté où on a constamment l'impression de découvrir des choses. Et il y a de l'émerveillement à la fois devant les découvertes concrètes et à la fois devant les émotions qu'on découvre aussi, parce que il y a aussi des découvertes justement intérieures, que ce soit pour Gérald ou pour d'autres persos, où les situations concrètes vont les confronter à des émotions auxquelles ils s'attendent pas, et on va voir leur réaction en direct, etc. Et là aussi, on peut avoir un sentiment d'exploration, parce qu'il va se passer des choses extrêmes qui vont les pousser un peu dans leur retranchement et leur apprendre des choses sur eux-mêmes, à eux et aux autres d'ailleurs. Le niveau découverte, ça pousse assez loin. L'écriture, elle est vraiment belle. Elle est très poétique, elle a vraiment ce côté conte. D'ailleurs, il y a des formulations typiques de conte. Par exemple, quand un perso est interrompu, j'ai remarqué que 4 ou 5 fois, il y avait la phrase « Personne ne saura ce qu'il allait dire après cette phrase ». Par exemple, Jasquier qui fait 2 vœux et il dit « Ou mon 3e, ça sera », et puis pouf, le génie l'interrompt. Et il va y avoir la phrase « Personne ne saura quel était le 3e vœu de Jasquier ». C'est assez typique, ouais, parce que c'est une phrase qui donne l'impression justement qu'on est en train de nous raconter une histoire et pas qu'on est d'un point de vue interne d'un des persos. Et il y a plusieurs fois des choses comme ça. Par exemple, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des phrases du style on pouvait voir sur la table des plats entamés, etc. Et on pouvait voir qui. Ça donne l'impression que nous, on est là en train de regarder une scène. Comme si, justement, on regardait les images d'un livre ou une vidéo, peu importe, mais voilà, comme si on était spectateur de quelque chose. Et du coup, ça donne vraiment cette impression qu'un conteur est en train de nous raconter une histoire, plus que d'être du point de vue interne de Gérald ou de quelqu'un d'autre en fait. C'est vraiment original, je trouve, pour de la fantasy, parce que ouais, ça fait vraiment plus conte pour enfants dans l'écriture, enfin dans la forme, la forme grammaticale, etc. Par contre, au niveau vocabulaire et tout, c'est vachement riche, donc c'est pas forcément pour les enfants. Puis, comme je vous disais, au niveau de l'action, etc., c'est plutôt gore, sanglant et tout ce que vous voulez, donc c'est pas du tout pour les enfants, mais c'est vraiment dans la manière d'être écrit, et je pense que c'est fait exprès de donner ce côté justement conte, et c'est vraiment bien fait, et donc ça a été probablement bien écrit et probablement très bien traduit aussi. Vraiment les descriptions sont jolies, il y a de l'humour, tout est vachement bien rendu. Je visualise vachement bien les scènes alors que c'est pas toujours le cas, comme je vous dis, et que je trouve pas toujours ça facile. Donc ouais, l'écriture est vraiment bonne. Après, voilà, il y a des petits procédés scénaristiques, comme je vous disais, d'ellipser des moments et de nous laisser comprendre nous-mêmes ce qui s'est passé pendant les ellipses, que moi j'apprécie pas parce que je suis pas sûre de comprendre et que j'ai l'impression d'être frustrée du coup, d'être restée sur ma faim. Mais peut-être que des gens trouveront que c'est une subtilité supplémentaire et que ça rajoute justement au côté, je sais pas quoi dire d'autre que subtil, parce que c'est vraiment vraiment subtil dans la manière d'écrire. Il y aura jamais vraiment des trucs. Par exemple, dans ce livre, il y a du cul, il y en a vraiment plusieurs fois,
mais il y aura jamais des mots crades. Vraiment, on vous fera toujours comprendre qu'il y en a de manière très imagée, où à la fois c'est très explicite, et en même temps, il n'y a jamais un mot cru. Et tout est un peu comme ça. Pas seulement pour le cul, mais vraiment, il y a une manière, j'allais dire évasive, mais une manière très métaphorique, imagée, etc., d'aborder les choses, qui fait que c'est poétique, mais ça peut être aussi un peu compliqué. Après, c'est pas un point négatif et c'est pas un point gênant. C'est juste que pour moi, ça m'a demandé des efforts supplémentaires par rapport à un livre normal, on va dire. Donc poésie et contemplation, il y en a. Il y en a, et il y en a pas seulement dans les descriptions, et tout simplement dans les paysages, etc. Il y en a même dans les thèmes, dans les morales. Il y a des passages, même dans les dialogues, etc., des réflexions philosophiques des persos. Alors justement, vous allez peut-être vous dire que la philo et la poésie, ça n'a rien à voir. Mais en fait, si, parce que là, comme c'est beaucoup en sous-entendu, et que ça parle de sujets très graves, et de sentiments très profonds, et ben là, justement, ça aborde des thèmes philosophiques, mais d'une manière poétique. Donc si vous avez envie de lire des traités bien carrés à la Kant, vous allez trouver ça pourri. Mais sinon, si vous aimez bien justement si vous préférez la poésie à la philo et que vous préférez justement voir des allégories, des métaphores, etc., plutôt que des traités avec des mots compliqués, normalement vous allez bien kiffer. Parce que là, c'est totalement ça, quoi. Suspense et action, il y en a aussi, parce que Geralt, ça reste un tueur de monstres, et généralement, au moins une fois par nouvelle, il va y avoir un combat. Donc ça bouge. Il y a des longs dialogues ou des moments contemplatifs, mais il y a aussi des grosses scènes d'action où ça se tape, ça fait des esquives, ça balance des pouvoirs et tout. Vous inquiétez pas, du suspense et de l'action, il y en a une bonne dose. Alors les dialogues, ils sont vraiment bien faits, mais comme je vous dis, ils sont extrêmement subtils et donc ils peuvent être des fois difficiles à suivre. Crédibilité et réalisme, alors ouais, je les trouve relativement réalistes, même si de temps en temps, comme je vous disais, il y a les persos qui vont dire oui, tu sais bien que machin est la femme de truc et que truc est le mari de machin, et tu sais bien que dans ce pays, les conventions font que... Donc tu te dis oui, bon ça c'est pour nous qu'on le dit, on comprend, mais c'est jamais un point choquant, ou voilà... Ça peut être pas totalement réaliste, mais ça fait encore une fois très conte. En fait, il y a des moments comme ça qui font très conte, même dans la manière d'écrire les dialogues, qui sont enchaînés avec des moments très familiers, où les persos s'envoient des vannes, se disent des blagues ou s'envoient des pics. Il y a beaucoup de moments où des persos s'envoient des pics. Et ça, justement, ça fait très très vivant. Et du coup, comme les deux s'alternent, on n'a jamais vraiment l'impression d'être trop dans l'un ou dans l'autre, je dirais. Et puis même l'originalité de côté marquant, Geralt, c'est un mec qui parle peu et qui va vachement à l'essentiel, et donc il y a toujours un côté un peu mystérieux, évasif, et on sent qu'il veut pas trop parler. Et quand il parle, il caricature le fait d'être en train de parler. Enfin, il en fait 3 tonnes pour montrer que ça lui va pas et pour que ça fasse bizarre et que les gens soient mal à l'aise, parce que lui il a pas envie de faire ça en fait. Donc je pense que même à sa manière de parler on peut le reconnaître. Jaskier évidemment, il est tellement grandiloquent, etc., que on le reconnaît très bien à sa manière de parler. Donc oui, je pense que les persos ont vraiment leur personnalité qui se remarque dans leur manière de parler, et même s'il y a rien de cliché et d'ultra visible, justement encore une fois c'est assez subtil, mais oui ça se remarque. Et d'ailleurs truc aussi à noter, c'est qu'il y a d'autres langues que la langue commune. Donc les elfes ont leur langue, les nains ont leur langue, etc. On verra quelques mots de chacune d'entre elles, ou quelques formules à des moments, donc suffisamment pour que ça soit immersif, mais pas pour que ça soit gênant et qu'on ait du mal à suivre. Donc encore une fois, on sent que c'est bien fait et que l'univers est complet et complexe à ce niveau. En note globale, j'ai mis 8 sur 10 à toute la série. J'ai noté toute la série d'un coup, parce que j'ai d'abord tout lu avant d'écrire ma note. Si j'avais dû les noter individuellement, j'aurais peut-être mis un peu moins... Oui, c'est même certain que j'aurais mis un peu moins au recueil de nouvelles, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu du mal par rapport à cette subtilité qui était un petit peu trop subtile pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, donc pour cette difficulté et le fait que j'avais arrêté de le lire une première fois et tout, je pense que si j'avais dû séparer les choses, j'aurais sûrement mis que 7 sur 10 à ce recueil-là, et que j'aurais mis 8 sur 10 au roman à partir des romans justement. Donc voilà, mais bon, j'ai mis 8 sur 10 à la globalité, parce que une fois qu'on a lu les romans,
On peut pas dire qu'il faut pas lire les nouvelles, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, pour moi ça fait vraiment partie des sagas que j'ai préférées. Et, c'est pas pour rien si j'ai pris le pseudo Falca sur Multimude, c'est parce que quand je commence à prendre un pseudo d'un perso d'un livre, c'est que j'ai kiffé et que je considère que justement je vais le relire et que ça va rester un livre mémorable dans ma vie, qui aura une signification pour moi et que je pourrai relire plein de fois et que j'aurai envie de faire connaître aux gens, etc. Donc,